Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 14 du chapitre 17. Donc nous allons étudier une projection de symétrie qui sont définies géométriquement. C'est-à-dire on va donner sur quel espace on projette et dans quelle direction. Donc on se donne E un cas espace vectoriel et on suppose qu'il a une base B avec trois vecteurs E1, E2, E3. Donc en fait on suppose implicitement que E est de dimension 3. Et donc si vous voulez, pour simplifier, on aurait pu prendre R³ et la base canonique, mais ça ne change rien, on prend un espace de dimension 3 et une base quelconque. Donc on définit ensuite deux sous-espaces vectoriels de E, F qui est engendré par deux vecteurs qui sont définis par leurs coordonnées dans la base B, donc c'est-à-dire le vecteur 1, 0, 0 c'est E1, et le vecteur de coordonnées 1, 1, 1 c'est E1 plus E2 plus E3. Donc comme ils sont non collinéaires, F est un plan, et ensuite G est engendré par le vecteur de coordonnées 1, 2, 0, donc comme il est non nul, G est une droite. Alors on vous demande de montrer qu'ils sont supplémentaires, ensuite on appelle P la projection sur F parallèlement à G, S la symétrie par rapport à F parallèlement à G, et on vous demande de trouver leur expression analytique, c'est-à-dire que si je prends un vecteur quelconque de E de coordonnées x, y, z, je veux savoir calculer les coordonnées du projeté et du symétrique en fonction de x, y, z. C'est-à-dire on veut une formule, et dans la formule on veut les coordonnées. Alors qu'ici on n'a qu'une définition géométrique pour l'instant. Donc on répond à l'exercice, alors on appelle U1, U2, U3, alors ça c'est les deux vecteurs qui engendrent F, et ça c'est les vecteurs qui engendrent G. Donc pour montrer que F et G sont supplémentaires, on sait qu'une des caractérisations, c'est de montrer que la concaténation d'une base de F et d'une base de G va donner une base de E. Donc une base de F, on l'a déjà dit, ici on a deux vecteurs non collinéaires, donc une base de F, ici on a un vecteur non nul, donc une base de G. Donc U1, U2 est une base de F, U3 est une base de G. Si on concatène, on obtient une famille à trois vecteurs. On veut voir si c'est une base de E. On se demande d'abord si elle est libre. Alors on peut faire une résolution de système ou remarquer que les coordonnées sont échelonnées à condition de prendre U2, U3, U1. Donc effectivement pour U2, à droite il n'y a pas de 0, pour U3 il y en a 1, et pour U1 il y en a 2. Donc les coordonnées sont échelonnées. On sait que c'est un critère pour savoir qu'elle est libre sans calcul. Comme la dimension de E c'est 3 et qu'on a 3 vecteurs, on a une famille libre maximale, donc une base de E. Et on sait qu'on peut modifier l'ordre des vecteurs, donc on a bien montré que U1, U2, U3 est une base de E. Donc comme on l'a dit, comme on a concaténé une base de F et une base de G, on peut en déduire que E égale F somme directe G. Donc maintenant on appelle P la projection sur F parallèlement à G, et on cherche son expression analytique. Donc on prend un vecteur V de coordonnées x, y, z dans la base B, qui appartient à E. Et ce qu'on veut, c'est le projeté de V, qu'on peut écrire P de x, y, z. Donc attention, là il n'y a qu'une seule variable qui est un vecteur. Ici il y a trois variables qui sont des scalaires. Et donc ce vecteur P de V, on appelle ses coordonnées alpha, bêta, gamma. Et donc ce qu'on cherche, c'est la valeur des scalaires alpha, bêta et gamma en fonction de x, y et z. Donc si vous voulez, on a trois données ici, et ici trois inconnus. Donc pour répondre à cette question, il faut savoir comment est défini géométriquement le vecteur P de V. Donc il faut toujours refaire ce petit dessin quand on parle de projection. Donc ici j'ai dessiné un plan et une droite. Comme ils sont supplémentaires, la droite n'est pas incluse dans le plan. Ensuite un vecteur V quelconque. Et donc j'ai dessiné son projeté. Alors il faut dessiner un parallélogramme comme ça, puisqu'il faut suivre la direction de G. Donc le vecteur qui est projeté sur F, c'est P de V. Alors ce qui est très important, c'est que le vecteur qui est le projeté sur G, c'est V moins P de V, puisque la somme des deux, ça doit faire V. Donc la décomposition de V sur la somme directe F plus G, c'est P de V plus V moins P de V. Et on sait qu'il y a unicité de cette écriture, donc c'est ça qui caractérise le vecteur P de V, c'est-à-dire si vous trouvez un vecteur W qui est dans F, est tel que V moins W est dans G, la somme des deux, ça fait V, donc vous avez trouvé une décomposition de V sur la somme directe, et donc par unicité,
c'est que votre vecteur W, c'est le vecteur P de V. Donc ce sont ces deux propriétés qui caractérisent le vecteur W. Donc on revient à notre problème. Pour calculer alpha, bêta et gamma en fonction de x, y, z, il faut écrire des équations. Donc ces équations vont être données par le fait que le vecteur P de V doit être sur F et le vecteur V moins P de V doit appartenir à G. Donc on met ça en équation. Alors F, on sait qu'il est engendré par U1, U2. Donc le fait que P de V appartient à F, c'est qu'il est combinaison linéaire de U1, U2. Et donc il existe deux scalaires A et B, tels que P de V, c'est AU1 plus BU2. Le sous-espace vectoriel G est engendré par le vecteur U3, donc il existe un réel C, tel que V moins P de V, c'est CU3. Donc comme P de V, ses coordonnées sont alpha, bêta, gamma, ici on fait AU1 plus BU2, on trouve ces trois équations. Ici pareil, trois coordonnées de chaque côté, on a trois équations. Donc on arrive à 6 équations. Donc on répète, les données c'est x, y, z, les inconnus c'est alpha, bêta, gamma, et on a trois autres inconnus qui sont apparus ici, qui sont A, B, C, qui sont des inconnus un peu facultatives, qui vont être intermédiaires. Donc en fait on a 6 inconnus, mais sur les 6, il n'y en a que 3 qui nous intéressent vraiment. Donc là on a un système, alors on pourrait faire un pivot de Gauss, mais avec 6 inconnus c'est un peu lourd. Donc on va essayer de le résoudre de façon astucieuse. Alors on remarque que la sixième ligne nous donne que gamma c'est z. Donc là ça suffit, on a bien alpha, bêta, gamma en fonction de x, y, z. Ensuite on prend la deuxième et la troisième. Donc on trouve que bêta égale b et que gamma égale b. Donc en fait gamma est égal à bêta. Et on a dit que gamma c'était z, donc on trouve que bêta est égal à z. Donc on a bien calculé gamma et bêta, il reste alpha. Donc on prend la cinquième ligne, qui est ici. On trouve que C, c'est 1 demi de y moins bêta, mais comme bêta égale z, ça fait C égale 1 demi de y moins z. Et on le réinjecte ici. On trouve que alpha égale x moins 1 demi de y plus 1 demi de z, et donc on l'a bien calculé en fonction de x, y, z. Donc on a calculé alpha, bêta, gamma. Alors C, c'était intermédiaire, et A et B, on n'a pas eu besoin de les calculer. Et donc on a trouvé que P de x, y, z, ces coordonnées, les voici. Donc ça, c'est l'expression analytique de notre projection. Alors pour la symétrie, on pourrait procéder de même, mais c'est un peu long. On peut se rappeler que si on connaît la projection, on connaît la symétrie. La formule est là, S c'est 2P moins I. Donc vous évaluez en x, y, z, ça fait S de x, y, z égale 2 fois P de x, y, z qui est là, moins l'identité de x, y, z, mais l'identité de x, y, z, c'est x, y, z. Donc on fait 2 fois ça, moins x, y, z, et on trouve l'expression analytique de notre symétrie. Alors on peut vérifier, U1, U2, ils appartiennent au plan F, et comme on projette sur F, ça doit être des points fixes de la projection. Donc ici, vous faites P de U1, P de U2, il faut trouver U1, U2. Et pareil pour la symétrie, on fait la symétrie par rapport au plan, donc les vecteurs du plan sont des points fixes. Donc ici, vous pouvez vérifier que S de U1 et S de U2, ça fait U1, U2. Ensuite, U3, il est sur la direction. Donc le projecteur, quand on prend un vecteur qui est sur la droite, il doit être projeté sur le vecteur nul. Donc on peut vérifier que P de U3, ça fait 0. Et pour la symétrie, ce sont les antipoints fixes, c'est-à-dire on doit trouver S de U3 égale moins U3. Donc c'est une façon de vérifier nos calculs.